Dans cette transition énergétique, un des points qui est important, c'est quelle énergie on va utiliser, comment on va produire cette énergie-là. Et nous, on travaille sur l'énergie solaire, comment capter l'énergie solaire, comment faire du photovoltaïque pour fournir cette énergie renouvelable du réseau pour demain. Et là-dessus, on a un motto, une devise en fait, qui essaye de nous focaliser sur nos objectifs, qui est le 30-30-30, qui est de dire pour 2030, on va avoir 30% d'efficacité, c'est-à-dire 30% de l'énergie du soleil qu'on va recevoir dans nos cellules doit devenir de la puissance électrique. On doit avoir un coût de production du watt qui doit être de 30 centimes d'euros. Et on essaye d'avoir des durées de vie qui sont de l'ordre de 30 ans. Alors ça fait partie du projet qu'on travaille dans nos laboratoires, donc dans le cadre de TREDX, et aussi dans le cadre de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, qui est un institut qu'on a construit avec EDF, Total et d'autres laboratoires. Alors comment faire ça? Je vais l'illustrer par quelques exemples. Le premier exemple, c'est de dire, sur la partie 30% et 30 centimes du watt, l'idée c'est de mieux piéger l'énergie du soleil. Le silicium qu'on utilise est un matériau qui coûte cher. Pour capter ce silicium, pour piéger la lumière, on est obligé de faire des structures qui sont relativement épaisses. Attention, moi quand je dis épaisse, ça va être de l'ordre de 300 microns, un peu plus que le diamètre de vos cheveux. Mais c'est épais pour nous, ça coûte cher. Donc pour réduire ça, on va faire des chemins optiques complexes, on va faire des structures complexes qui vont piéger la lumière, et la lumière va se faire bloquer très facilement sur des structures qui vont être là beaucoup plus fines. Et pour ça, on construit des nanocellules, en fait une forêt de nanocellules que vous voyez ici, où la lumière va passer dans une cellule, puis dans une autre, puis dans une autre, et globalement, tout ça va être piégé sur quelques centaines de nanomètres, donc quelque chose qui va être presque 1000 fois plus fin qu'un diamètre de vos cheveux. Et on les fabrique, on développe, nous, des techniques pour les fabriquer, qui sont des techniques bas coût, grande surface, faible température. Pour ça, on utilise des catalyseurs et on fait croître des nanophiles, donc des structures qui, vous voyez, qui font quelques nanomètres de diamètre au départ, une dizaine de nanomètres, et on vient déposer tous les éléments pour faire une cellule solaire, cet élément-là, là. Vous avez tous les éléments qui constituent une cellule solaire et qui fait une dizaine de microns de long et 300 nanomètres de large. Et là-dessus, on en fait toute une forêt. Sur des surfaces, on peut travailler sur des mètres carrés avec cette technique-là. Et on fait des choses qui vont capter bien l'énergie solaire à très faible coût. Une autre approche qu'on peut utiliser, c'est de se dire, oui, le spectre solaire, on le connaît, on l'utilise, c'est ce qu'on voit, c'est la lumière visible. En fait, ce qui est représenté en noir, c'est la lumière qu'on reçoit au niveau du sol, ce qu'on appelle le AM 1.5. Il y a des parties qui sont absorbées par l'atmosphère, mais on reçoit tout ça. Et on voit qu'il y a toute une partie dans l'infrarouge, vers les faibles énergies, la chaleur du soleil qu'on aime tant, qui est aussi extrêmement importante. Et si on fait une cellule unique, il faut qu'elle soit adaptée à capter toute cette énergie-là, tout le spectre solaire, et ça, c'est physiquement, on a des problèmes, c'est pas possible. Ce qui peut être intelligent, c'est de faire des cellules qui sont chacune spécialisées dans une partie du spectre. On va superposer d'abord dans le bleu, les plus énergétiques, par exemple le vert, le jaune et le rouge, et faire que chacune soit mieux adaptée à reprendre une partie de ce spectre-là et globalement mieux récupérer toute l'énergie du soleil. Alors, on peut en mettre des structures à 4, on le fait dans les laboratoires, ça peut être utile pour des systèmes très énergétiques, très efficaces, mais très chers. Ce qu'on vise plutôt, c'est d'aller vers des structures à 2 cellules. Pour ça, on propose ici 2 approches sur lesquelles on travaille. Une avec Total, dans le cadre aussi de l'IPVF, qui est de travailler sur des structures, par exemple. Vous voyez là, on utilise 2 formes du silicium. Une forme microcristalline avec des petits grains assez classiques, puis une forme amorphe, un matériau qui ressemble à du verre de silicium, qui est inorganisé. Et chacune a un spectre, une absorption qui est différente. L'amorphe dans les basses énergies, dans la partie visible, et puis le microcristallin va prendre une partie du spectre dans l'infrarouge. Ça, c'est une première approche qui est déjà pratiquement en voie de commercialisation. L'autre approche, qui est plus prometteuse, mais peut-être aussi plus sujette à recherche encore, c'est de travailler sur un nouveau matériau qui fait l'actualité depuis 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, on n'en parlait pas de ces perovskites hybrides, matériaux organiques, inorganiques, en tout cas on n'en parlait pas pour le solaire, et depuis maintenant on en parle énormément parce qu'on a des structures qui font 20-25% de rendement, ce qui est assez exceptionnel. Par contre, il y a des problèmes de durée de vie, il y a des problèmes de matériaux utilisés, mais on pense que de faire des structures comme vous voyez ici, alors c'est assez complexe, hein, vous avez plein de couches, mais ça on sait faire sur les très grandes surfaces, on peut le faire ici, donc mélangeant des perovskites hybrides et du silicium cristallin, devrait nous permettre de faire des couches minces, pas chères, et d'avoir les 30%
c'est vraiment dans les capacités. Et ça, on y travaille dans le cadre d'un projet dans l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, puis aussi dans le cadre, par exemple, de collaboration avec une université japonaise. Une autre façon aussi d'aller, encore pour illustrer, vers ces énergies renouvelables avec le solaire pas cher, c'est aussi d'aller voir d'autres types de matériaux, cette fois peut-être plus innovants, plus en rupture. Et nous, on travaille sur ce qu'on appelle l'électronique organique, c'est-à-dire utiliser des matériaux à base de plastique, de polymère, pour faire des fonctions de l'électronique. Ce sont des matériaux dans lesquels on a plein de flexibilité, on peut jouer beaucoup sur cette chimie-là, qu'on peut mettre en place, qu'on peut déposer par des voies liquides. Là, je vous ai présenté une imprimante jet d'encre. Elle ressemble à celle que vous pouvez avoir dans votre bureau, elle est juste des dimensions pour faire du 2 mètres carrés, etc. C'est des technos qui existent. Vous avez certainement entendu parler des OLED, Organic Light Emitting Diode. Si vous avez des écrans Samsung, le dernier iPhone est fait à partir de ces matériaux-là. Et donc, on peut l'utiliser pour les OLED, mais on peut aussi l'utiliser pour le photovoltaïque. Et nous, on travaille là-dessus. On développe des matériaux, des structures, à partir de matériaux chimiques qui sont, bon, ça c'est des exemples les plus classiques, qui vont capter sur des couches très très fines le solaire. Et l'idée, c'est des matériaux, c'est une chimie simple, donc qui peuvent être vraiment à très très bas coût. Là, on peut viser en dessous du dixième de centime du watt. Des structures qui vont être flexibles, et puis des matériaux qui peuvent être, pour certains, à très faible empreinte écologique. Alors, ce n'est pas que du rêve. Il y a eu, France Inter a fait une présentation lundi matin, j'ai entendu ça, où il présentait qu'à La Rochelle, il y a un lycée qui a mis 500 mètres carrés de ces structures flexibles qui ont été déposées sur un toit. C'est une production d'une entreprise belge, mais c'est vraiment en test sur réel au niveau de La Rochelle. Enfin, dernière illustration que je vais vous faire aujourd'hui, c'est 30 ans de durée de vie. Parce que c'est très bien de déposer, de fabriquer ces structures-là, mais il faut qu'il y ait un retour. On utilise de l'énergie pour les produire. Elles ont un coût de production, donc elles ont une empreinte elles-mêmes. Donc il faut que le retour qu'on a, la durée sur laquelle on va l'utiliser, soit suffisamment importante pour être sûr de bien récupérer, avoir cette rentabilité, cet intérêt d'utiliser ces technos-là. Et donc le 30 ans de durée de vie, on le fait comment? Tout le moment, on regarde comment on essaye d'abord de le caractériser, de le mesurer. Pour ça, on utilise les outils de Trendix, en particulier le CIRTA, le Centre d'instrumentation de recherche par détection d'atmosphère, dans lequel on met des panneaux solaires qu'on met en test et on regarde comment ils se comportent en conditions réelles et avec des informations extrêmement fortes sur l'irradiance, sur toutes les informations du solaire. Je pense qu'aujourd'hui, nous en parlera un petit peu derrière. Et puis, on a d'autres techniques, par exemple, là, je vous ai mis une des techniques qu'on utilise beaucoup, qui est la photoluminescence, c'est-à-dire on envoie de la lumière et on va avoir de la réémission de lumière à une autre longueur d'onde sur nos cellules dans certaines conditions et qui vont nous permettre, en fonction de cette réémission, d'avoir des informations sur la dégradation de ces cellules-là, de mieux la comprendre, de mieux la modéliser et donc de mieux pouvoir la prédire. Et c'est vraiment tout ça qui va nous permettre de répondre à ce défi du 30-30-30 qui pour nous est fondamental. Alors bien sûr, pour terminer, je voudrais dire c'est le travail de mon laboratoire, donc le laboratoire de physique des interfaces et des Kousma. C'est vraiment un travail d'équipe. Ça, c'était le laboratoire au mois d'octobre, au dernier congrès du laboratoire. Bien sûr, c'est aussi des travaux qu'on fait avec d'autres laboratoires en collaboration avec de Trendix, le MD, ce que je vous ai dit sur le CIRTA, le LMS sur la mécanique, sur la flexibilité, le LPP par exemple sur les plasmas, sur les conditions de dépôt dont je vous ai parlé, et puis des collaborations avec notre environnement proche, ici, donc le CEA sur le plateau de Saclay, pardon, l'Institut photovoltaïque et Total et EDF avec lequel on travaille. Je vous remercie.